Aujourd'hui, je vais répondre à la troisième question de la série que j'ai débutée, notamment des questions posées par les internautes sur cette page qui était au nombre de 10 questions. La première question concernait c'est quoi la réussite? J'y ai déjà répondu, donc je vous recommande de scroller sur la page pour tomber sur la vidéo en question. La deuxième question concernait l'influence de la famille dans sa réussite. J'ai fait une vidéo dessus hier qui a été postée sur cette page que vous pouvez regarder. Aujourd'hui, je vais répondre à la troisième question dont le thème c'est médecine et entrepreneuriat, enjeux et perspectives. Pour pouvoir répondre à cette question, notamment en ce qui concerne les enjeux et les perspectives de l'entrepreneuriat dans le domaine médical, je vais forcément me baser sur ma propre expérience en tant que médecin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est le fait que lorsque vous êtes en faculté de médecine, vous avez un parcours qui est tracé, même de manière inconsciente. Vous entrez en fac de médecine en première année, vous avez 7 ans, si tout se passe bien, pour devenir médecin. Après les 7 ans, vous devenez médecin généraliste. Là, je parle du médecin. Je pourrais parler aussi des autres spécialités médicales parce que lorsqu'on parle de la médecine, c'est toutes les spécialités médicales et même paramédicales. Mais je vais parler spécifiquement de mon cas, juste pour illustrer. Mais cela peut aussi se vérifier avec toutes les autres spécialités médicales comme les infirmiers, les aides-soignants, les chirurgiens dentistes, ainsi de suite. Donc, tu finis ta formation après 7 ans. Ça, c'est pour celui qui est médecin généraliste. Ensuite, soit tu vas essayer de travailler dans une structure hospitalière qui peut être publique, privée ou confessionnelle, ou alors tu peux continuer tes études dans le but de pouvoir devenir spécialiste dans un domaine particulier. Ça peut être la cardiologie, la pneumologie, ainsi de suite. Toujours est-il que, qu'importe le parcours que tu fais, à la fin de tes études, j'ai envie de dire que tout est orienté pour que tu deviennes un salarié, pour que tu deviennes fonctionnaire, si par exemple tu choisis le public, ou alors que tu sois salarié dans une structure hospitalière, privée ou confessionnelle, ou alors tout simplement que tu t'installes à ton propre compte avec ton cabinet, ou que tu sois le promoteur d'une structure hospitalière. Mais la formation ne nous prédispose pas à le devenir, parce que pendant la formation, on ne nous donne pas les prérequis afin de pouvoir être à la tête d'une structure hospitalière. Bien que parfois on observe beaucoup de médecins qui sortent de la formation et qui sont directement nommés directeurs de certaines structures hospitalières, avec tous les drames qui vont avec, parce que gérer une structure hospitalière, ce n'est pas seulement avoir des compétences en médecine. Vous pouvez être un excellent médecin, mais un piètre manager. Mais le problème qui se pose, c'est le fait que nous soyons dans une société dans laquelle le monde de l'emploi ne fait que se rétrécir. Quand je parle de se rétrécir, c'est dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles structures hospitalières qui sont créées. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de structures hospitalières qui recrutent de plus en plus de professionnels de santé et de médecins, plus spécifiquement si je prends mon cas de figure. Donc, ce qui fait qu'il y a des écoles de formation qui forment des médecins, qui forment des professionnels de santé, qui finissent la formation, certains se spécialisent et qui se retrouvent donc sur le marché de l'emploi alors que les portes de l'emploi sont en train de se rétrécir, que ce soit sur le plan de l'administration publique ou alors même des structures hospitalières publiques ou alors même dans le domaine privé où non seulement les conditions ne sont pas forcément les plus favorables et même lorsque c'est le cas, elles sont très élitistes et on ne prend pas beaucoup de personnes. Donc, les enjeux de l'entrepreneuriat dans le domaine de la santé sont fondamentaux parce que de plus en plus, ça devient banal de trouver un médecin qui n'a pas un emploi décent. Qu'est-ce que j'entends par emploi décent? C'est un médecin qui a une activité professionnelle qui lui permet de pouvoir subvenir à tous ses besoins élémentaires, comme le besoin de s'alimenter, comme le besoin de se vêtir, comme le besoin de se loger, comme le besoin de se déplacer. Si vous avez une activité que vous pratiquez au quotidien en tant que professionnel de santé et que cette activité ne vous permet pas de pouvoir pallier aux besoins élémentaires, humains, naturels, comme le besoin de s'alimenter,
de se loger, de se vêtir, de se déplacer et beaucoup d'autres types de besoins de ce genre, j'estime que vous n'avez pas un emploi décent. J'estime que vous êtes encore en train de vous chercher. Mais le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on observe les opportunités qui sont présentées aux professionnels de santé après leur formation, on se rend compte que s'il faudrait identifier les opportunités décentes qui permettent d'offrir un travail décent, il y en a très peu et ça ne fait que se rétrécir. Donc du coup, le professionnel de santé est confronté à l'entrepreneuriat, parfois malgré lui, lorsqu'il finit sa formation. C'est pour ça que vous allez voir des infirmières qui vont ouvrir des petits centres de santé au quartier. Vous allez voir des sages-femmes qui vont essayer de se battre pour travailler dans plusieurs structures hospitalières. Vous allez voir des médecins qui vont effectuer des gardes dans 4, 5, 6, 7, 8 hôpitaux. Vous allez voir des spécialistes qui consultent en journée dans un hôpital public et en soirée dans 3, 4, 5 structures privées. En fait, chacun est obligé de se débrouiller comme ça afin de pouvoir coller les morceaux à la fin du mois et de pouvoir donc s'en sortir. Mais de plus en plus, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a de nouvelles écoles. De plus en plus, les professionnels de santé sont mis sur le marché, alors que ceux qui étaient déjà sur le marché les années précédentes n'ont pas encore d'emploi décent. Donc, ce qui fait en sorte qu'au final, on se retrouve non seulement avec les anciens qui n'ont pas encore de situation décente et les nouveaux qui viennent de sortir, qui n'ont pas encore forcément l'expérience nécessaire et qui eux aussi se retrouvent avec les anciens sans avoir une situation décente, sans compter ceux qui devraient normalement aller à la retraite, mais qui se retrouvent encore là parce que voulant encore travailler, parce qu'ayant peur de se retrouver sans activité. Donc du coup, entreprendre devient fondamental. Entreprendre lorsqu'on est dans un domaine médical devient un enjeu majeur parce que si ce n'est pas fait, j'ai bien peur que ceux qui viendront après, ce sera encore l'hécatombe et ça ne va faire que s'aggraver. Ça, c'est de un. De deux, c'est le fait que les professionnels de santé parfois ne comprennent pas que lorsqu'on parle de santé, c'est plusieurs secteurs d'activité. C'est la santé primordiale et primaire, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait faire pour pouvoir anticiper sur un problème de santé. Ça prend en compte la santé publique, la prévention et tout ce qui va avec. Ensuite, il y a la santé secondaire qui vient lorsqu'on a déjà un problème de santé qui s'est déjà manifesté. Ça prend en compte les structures hospitalières, les cliniques et tout ce qui permet de pouvoir directement prendre en charge un patient. Et maintenant, la médecine palliative qui entre un peu dans ce qu'on appelle la santé tertiaire. Donc, les opportunités se trouvent en fait dans tous ces différents aspects. Sauf que parfois, les professionnels de santé se concentrent uniquement sur la médecine secondaire et la médecine tertiaire. Pourtant, il y a beaucoup d'opportunités dans les différents aspects. Et du coup, là, on tombe dans les perspectives, à savoir, aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, avec le digital, il devient beaucoup plus simple d'offrir ces prestations, surtout dans le secteur de la médecine primordiale et primaire, parce que ça devient plus simple d'avoir son téléphone et d'offrir par exemple des conseils en ligne. Nous par exemple, on l'a fait au départ avec SOS Médecins Cameroun. C'est-à-dire, il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas du temps pour se rendre dans une structure hospitalière, s'aligner avec des files d'attente interminables pour pouvoir rencontrer un médecin. Il y a des personnes qui voudraient avoir un médecin qui pourrait conseiller lorsqu'il y a un problème à la maison, lorsqu'il y a un enfant qui ne va pas bien, ainsi de suite. Et aujourd'hui, avec Internet, ça devient simple de pouvoir offrir ce type de service-là. Surtout que les gens sont prêts à payer pour ça, pour ne pas avoir à perdre du temps, perdre toute une journée à l'hôpital. Donc, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels de santé qui se lancent déjà dans ces domaines d'activité. C'est vraiment à féliciter. Et du coup, moi, ce que je pourrais recommander, c'est de commencer à le faire même lorsqu'on est encore en faculté, lorsqu'on est encore en école de médecine ou alors dans une école de formation professionnelle dans le domaine de la santé. Ça veut dire que si vous êtes en première année, vous pouvez déjà créer une plateforme en ligne sur laquelle vous donnez des conseils. Vous appliquez déjà ce que vous apprenez à l'école dans votre plateforme, ce qui va permettre à ce que vous puissiez vous faire un nom ou alors faire en sorte que votre marque, qui est le label que vous êtes en train de développer, puisse s'agrandir et que lorsque vous finissiez votre formation, vous puissiez directement intégrer ce label-là qui s'est déjà développé, qui aura déjà 7 ans d'expérience parce que vous le faites depuis la première année. Parce que quand vous sortez déjà comme médecin, par exemple, ça devient difficile parce qu'il y a déjà la pression familiale, il y a déjà la pression de la société, vous avez déjà envie d'être autonome, de pouvoir vous-même vous gérer. Et du coup, quand vous avez déjà la pression
pour rechercher des revenus et la pression sur le plan familial, sur le plan social, ça devient difficile de pouvoir réellement s'asseoir, réfléchir, oser et développer quelque chose d'une envergure pointue en mettant en avant la santé au lieu de devenir quelqu'un qui va racketter les patients et qui va juste être intéressé par les revenus qu'il veut générer. Donc, moi, je recommande à tous les étudiants en médecine de commencer déjà à se lancer, tous les étudiants en sciences infirmières ou alors dans n'importe quelle discipline de la santé, d'utiliser déjà Internet, les réseaux sociaux afin de se faire connaître, afin de partager leur savoir-faire. Lorsqu'on est en fac de médecine, lorsqu'on est à l'école encore dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est de conseiller. Parce que c'est la médecine primordiale et primaire, je veux dire, c'est un segment de la médecine qui est assez important, mais qui malheureusement est négligé. Pourtant, ça pourrait vous permettre de pouvoir bâtir non seulement votre visibilité, votre notoriété, et quelques années plus tard, votre crédibilité qui permettra de pouvoir développer des projets d'une envergure encore plus importante. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans ce coffret, qui est le coffret VIP, il y a une formation qui s'appelle Médecin 2.0. Alors, c'est quoi Médecin 2.0? C'est une formation que j'ai trouvé important de produire dans le but de partager mon expertise pour accompagner tous les professionnels de santé à pouvoir créer des structures hospitalières. Donc, c'est une formation qui fait pratiquement 100 heures de vidéo. Et dans cette formation, je partage avec tous les participants qui peuvent être des professionnels de santé ou pas, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être un professionnel de santé pour entreprendre dans le domaine de la santé ou de la médecine. La preuve, c'est que la plupart des grandes structures hospitalières ne sont pas nécessairement détenues par des personnes qui ont une formation médicale. Donc, le but ici, c'est de partager mon expérience parce que moi, j'ai cet avantage à la fois d'être un médecin et d'être entrepreneur aussi, donc de pouvoir comprendre les réalités de ces différents environnements-là. J'ai donc partagé cela dans ce coffret pour permettre à tout professionnel de santé ou alors toute personne qui veut entreprendre dans le domaine de la santé de pouvoir s'inspirer de ces expériences-là afin de pouvoir se lancer et ne pas commettre certaines erreurs fatales. Donc, je vous recommande ce coffret dans lequel vous allez donc trouver toutes ces thématiques qui ont trait aux enjeux, aux perspectives et surtout aux stratégies qui vous permettent de pouvoir vous lancer avec des exemples pratiques et surtout avec des cas de figure que nous avons eu à prendre durant la formation, notamment dans les différents aspects de la médecine, par exemple dans le domaine de la pédiatrie, comment se lancer, la gynécologie, la chirurgie ou alors la médecine générale globalement. Donc, je vous donne rendez-vous certainement demain pour répondre à la 4e question. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.